Kinshasa, vous venez de l'entendre, les rebelles du mouvement du 23 mars ont poursuivi dimanche leur offensive dans l'est du pays. Ils ont pris Rutshuru et deux autres localités de la province du Nord Kivu sans rencontrer de résistance. 48 heures à peine après avoir conquis la ville de Bunagana, près de l'Ouganda. Rutshuru est situé sur la route qui va à Goma, la capitale du Nord Kivu. Un chef rebelle a déclaré que les combattants du M23 prendront d'autres villes jusqu'à ce que le gouvernement s'engage à des négociations. Un porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé à une cessation immédiate des violences dans le pays. Un casque bleu a été mortellement blessé lors des affrontements entre rebelles et forces gouvernementales à Bunagana. Du M23 contrôle les villes de Roubaré et de Rutshuru Centre depuis ce dimanche. Les militaires des FARDC se sont retirés de la région de Rutshuru et se sont dirigés vers Kanyabayonga dans la région de Lubero. Le correspondant de la Voix de l'Amérique à Goma, Primo Pascal Roudaïgwa, a recueilli des réactions de la population, sachant que vendredi dernier, les rebelles ont déjà mis en déroute l'armée congolaise dans la ville de Bunagana à la frontière avec l'Ouganda. Quelques habitants de Rutshuru au nord Kivu accuse le gouvernement de ne pas soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans les combats contre les rebelles du M23. Mais quelle est cette armée que vous voulez faire un travail dissuasif? Au niveau des autorités politiques, il n'y a pas un soutien tout à fait moral, un soutien tout à fait matériel, un soutien physique, puisque réellement, ceux qui sont dit les autorités du pays sont en train même entre eux d'être des complices pour que réellement les pays soient balkanisés. Pour Thomas Dakemwiti, président de la coordination de la société civile du Nord Kivu, le Rwanda doit retirer sans condition son soutien à cette nouvelle rébellion dans l'est du pays. Nous demandons à nos voisins du Rwanda d'arrêter d'envoyer les militaires sur les lignes de front, de récupérer ceux qu'ils ont infiltrés dans l'armée congolaise et qui sont à Runyoni, puisque nous savons que la plus grande partie de ceux qui sont en train de faire la guerre à Runyoni, ce sont des éléments rwandais qui ont été infiltrés dans l'armée congolaise. Il déplore aussi la défaillance de la MONUSCO qui avait installé des bases stratégiques pour bloquer la progression des rebelles. La promesse ferme que nous avons obtenue de la MONUSCO, c'est laquelle? La MONUSCO nous a promis que Bunagana, Rutshuru ne tombera pas. Cet habitant de Rutshuru qui avait requis l'anonymat pense plutôt que les grandes puissances seraient en train de mettre en place un plan de balkanisation du pays. Les tendances tout à fait occidentales ont un projet de balkaniser le pays, mais les habitants de l'Est du Congo ne veulent pas ça puisqu'ils veulent une unité tout à fait politique de ces pays. Pour l'instant, aucun militaire de FARDC et aucune autorité politico-administrative n'est visible à Rutshuru. La population attend voir les nouvelles dispositions administratives des rebelles. De retour de Rutshuru, Primo Pascal Roudaïgwa pour la Voix de l'Amérique. Voici à présent Maître Omar Kavota, porte-parole de la société civile du Nord Kivu, qui s'est rendu à Kinshasa pour alerter l'opinion et les autorités sur la situation dans l'est de la RDC. La journée de dimanche, les rebelles du M23 ont arraché de main de l'armée régulière plusieurs localités. Il s'agit entre autres de Tamugenga, de Roubaré et même Rutshuru Centre. Rutshuru Centre qui est le chef-lieu du territoire de Rutshuru, et il serait en train même d'avancer sur la cité voisine de Kiwanja, c'est 5 km au nord de Rutshuru, c'est-à-dire une situation qui a occasionné la panique totale, la paralysie de toutes les activités dans la région parce que les populations ont été obligées de fuir. D'autres se sont enfermés dans leurs maisons et les militaires en panique commençaient à tirer ça et là dans certains quartiers et ils se sont livrés, certains d'entre eux, pour la plupart, à des actes de pillage dans certaines localités comme des quartiers de Rutshuru Centre et dans la cité de Kiwanja, nord-ouest de Rutshuru Centre. Quand vous dites pillage, s'agit-il des membres des FARDC ou des mutins du M23? Ce sont les éléments des FARDC qui étaient en fuite, qui, dans la débandade, commençaient à récupérer des billets de civils, utilisant même certains d'entre eux des porteurs. Et la plupart de leurs ont pris l'axe Rutshuru-Lubero. On apprend qu'ils sont à Kaina, Kanyabayonga et à Kirumba. Et la population elle-même, qui était aussi en panique, a été obligée de fuir vers cet axe routier. Et certains seraient même déjà à la ville de Butembo.
et d'autres ont pris l'axe Goma. Donc c'est une situation réellement embarrassante et malheureusement nous déplorons que tous ces civils qui ont été à Rutshuru Centre n'ont bénéficié d'aucune protection et donc une situation qui nous inquiète. Est-ce que vous avez un bilan des victimes? Est-ce qu'il y a eu des enlèvements ou autre? Pour le moment, c'est très difficile, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que samedi dernier, l'administrateur des territoires de Lubero a été enlevé avec les chefs de cité de Kirumba, c'est un territoire de Lubero, ainsi que sa suite, donc 2 militaires et 2 policiers, par les alliés du M23. Quand vous dites des alliés du M23, de qui s'agit-il exactement? Ce sont les différents groupes Maïma, il y a le groupe Maïma et le général Lafontaine, il y a des groupes du colonel Kahacha qui avait fait défection et qui était un ancien Maïma de Moudundu 40 du sud Kivu, ainsi que des officiers militaires et leurs fidèles qui ont fait défection dans l'armée, dans les villes de Beni, de Butembo, dans les territoires de Beni et de Lubero et aussi dans certains autres régiments militaires du territoire de Rutshuru ou encore de la ville de Goma. L'on comprend jusqu'ici, il y a toujours des défections, qu'il y a un réel problème au sein même de l'armée congolaise. Est-ce que vous savez si toutes ces questions justement de règlement de soldes, de pensions, etc. Est-ce que vous savez si les militaires congolais arrivent vraiment à être rémunérés comme il se doit? Nous reconnaissons qu'il y a des problèmes effectivement au sein de l'armée par rapport à leur prise en charge à terme de soldes, à terme d'assistance à ration alimentaire. Mais il faut dire que les défections sont essentiellement des officiers ou des militaires des ex-CNDP. Quand même, ce groupe réclame notamment que les grades militaires soient confirmés par l'armée congolaise. Par rapport aux grades militaires, il n'y a pas un groupe armé qui a réussi autant d'officiers que les CNDP. Ce sont les personnes les plus représentées, surreprésentées d'ailleurs dans l'armée. Donc ces revendications sont des revendications qui ne se tiennent pas debout. Ce qui est vrai, c'est qu'on fait face à une agression rwandaise et l'agresseur utilise des personnes marionnettes, parmi lesquelles, malheureusement, les anciens du CNDP. Omar Kavota, porte-parole de la société civile du Nord Kivu en RDC. Leur témoignage. Moi, c'est Dadi Fariala, citoyen journaliste de Lubumbashi. L'actualité ces jours-ci à Lubumbashi, c'est la question du fédéralisme qui est remontée à la surface depuis quelques semaines. Et cela a été initié par le président de l'Assemblée provinciale, qui est président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, et dont le parti est aussi membre de la plateforme de la majorité présidentielle. Il y a plus de questions que de réponses par rapport au fait qu'ils puissent tout de suite demander à revenir sur une question qui est vieille d'une décennie, la question du fédéralisme. Lui-même, la personne de M. Antoine Gabriel Kungwa-Kumanza, fédéraliste depuis très longtemps, on n'a pas compris que son parti soit membre d'une plateforme qui est plutôt unitariste. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Dimanche après-midi à Rutshuru, les rebelles du M23 sont entrés dans la ville sans combattre. Les soldats de l'armée régulière avaient quitté les lieux avant l'arrivée des mutins. Soudain, des coups de feu sont tirés en l'air et créent un mouvement de panique chez les rares habitants encore présents dans la ville. Les blindés de la MONUSCO, la mission de l'ONU, se sont retirés de Rutshuru et ont rejoint leur base de Kiwanja, 5 km au nord, où de nombreux habitants se sont réfugiés dans un camp de déplacés. D'autres localités sont tombées aux mains des insurgés dans la journée, mais peu de temps après, les rebelles ont annoncé vouloir se retirer de ces villes pour ne rester qu'à Bunagana, prise ce vendredi. Les combattants du M23 sont pour l'essentiel des mutins de l'armée régulière, des rebelles tutsis congolais accusés de soutenir le général Bosco Ntakanda, recherché par la CPI pour crimes de guerre. Des accusations rejetées par le colonel Makenga. J'ai répété ça maintes fois, je ne suis pas avec le général Bosco. Nous sommes un mouvement militaire, M23, qui revendique les accords qu'il y a eu entre le CNDP et le gouvernement. Et dans ces accords, on ne revendique jamais les dossiers du général Bosco. Un rapport d'experts de l'ONU accuse de hauts responsables rwandais d'apporter armes, ravitaillement et nouvelles recrues à la mutinerie congolaise. Un rapport dénoncé par Kigali qui nie toute aide à la mutinerie. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com.
Du M23 multiplie des victoires face aux forces gouvernementales qui ont une fois de plus capitulé hier dans la localité de Rutshuru, à la frontière avec l'Ouganda, tombés aux mains de leurs farouches adversaires à l'issue de combats qui se sont déroulés après une brève pause d'au moins 24 heures. La chute de Rutshuru succède à celle d'une autre localité de l'Est, Bunagana, et de deux autres encore dans la même province du Nord Kivu, sans que l'armée congolaise, visiblement à bout de souffle, n'ait donné une quelconque réplique. Il faut dire qu'au départ, les anciens militaires entrés dans l'armée régulière en 2009 avec leur chef, le général Bosco Tanganda, sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la CPI, ambitionnaient de marcher après la conquête des principales villes de l'Est sur Kinshasa, où ils comptaient par la suite destituer le président Joseph Kabila, dont la réélection est jusqu'ici contestée par l'opposition LUDPS d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Ils, les 10 rebelles, ont fini par avancer il y a quelques semaines au plus fort des combats et des succès enregistrés sur le terrain que leur but est de forcer le pouvoir de Kinshasa à instaurer un véritable État démocratique au Congo et à améliorer le quotidien des populations dont la plupart des composantes vivent avec moins d'$1 américain par jour, ce qui est inadmissible dans un pays aux grandes potentialités. Vous êtes branché sur la 3xwradiolissolo.com. À la situation dans la province du Kivu. Avec comme dernier développement cette nouvelle avancée des rebelles. Nous vous en avons parlé tout au long du week-end sur RFI. Il y a 3 jours, les mutins du M23 se sont emparés d'un poste frontière près de l'Ouganda. Eh bien, ils ne se sont pas arrêtés là. Hier, les insurgés ont pris le contrôle de plusieurs localités dans le Nord Kivu, Kiwanja, Rutshuru, Kako, Kalengera ou encore Katal, a priori sans opposer de résistance. Je vous propose d'écouter ce témoignage, celui d'un habitant de Rutshuru, joint hier par téléphone par Olivier Roger. La FARDC a laissé la ville inoccupée et puis le M23 est entré sa difficulté. Il n'y a pas eu de combat, seulement la FARDC à Kita. Ils ont pillé la population, ils ont ravi les téléphones, ils ont ravi même des vélos, des motos pour transporter leurs biens. Dans la ville, il y a les gens de M23 qui circulent, qui surveillent, qui voient les mouvements, mais calmement. On ne sait pas si M23, comment ils vont diriger, comment ils vont faire. Alors les gens ont peur. Est-ce que les gens continuent de quitter Rutshuru? Oui, beaucoup de populations. En tout cas, plus de la moitié de la population a quitté vers Goma, vers Ishasha, même vers Lubero. Mais le M23 ne se comporte pas de façon violente avec la population. Jusque-là, non. Et d'ailleurs, il est en train de sensibiliser et calmer les gens, en disant qu'ils vont bien garder. Est-ce que la MONUSCO est déployée? Seulement un tour avec le char de combat. Ils ont fait un tour et puis rentré. Le gouvernement à Kinshasa ne fait pour l'heure aucun commentaire. Qu'en est-il du M23? Eh bien, les mutins promettent qu'ils ne resteront pas dans les villes dont ils ont pris le contrôle. Hier, ils disent vouloir négocier avec le gouvernement. Vianney Kazarama est le porte-parole du M23. Ils ont abandonné la ville de Rutshuru sans qu'il y ait les combats. Ils ont tiré en l'air. Quand nous avons appris que la ville de Rutshuru est abandonnée par leurs propres armées, nous sommes entrés sans qu'il y ait même les coups de bras. Vous comprenez que nous avons répondu aux actes de FARDC. Et quels sont vos objectifs maintenant? Est-ce que vous allez continuer à descendre vers Goma ou est-ce que vous allez arrêter? Nous avons ces forces-là de descendre vers Goma, mais ce n'est pas notre objectif. Nous serions en arrière dans nos anciennes bases pour demander au gouvernement de venir sur les tables de négociation. Nous sommes là, nous sommes chez nous, nous avons des armes que le gouvernement nous a dotées et nous avons une capacité supérieure à elle. Est-ce que la MONUSCO a tenté de vous empêcher d'entrer à Rutshuru? Nous avons entré à Rutshuru sans qu'il y ait des coups de barre. Personnellement, hier, moi j'étais dans le cadre de la MONUSCO à Rutshuru et de la MONUSCO à la frontière de Bunagana. Je lui ai présenté nos problèmes, il a compris quand même. Donc la MONUSCO ne vous a pas empêché d'agir? Non. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolissolo.com. Démocratique du Congo, dans le Nord Kivu, les mutins du M23 se sont retirés de plusieurs villes qu'ils occupaient près de la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda. C'est ce qu'indiquent des sources locales citées par Radio Okapi. Cependant, la MONUSCO précise que la police du M23 est toujours présente à Rutshuru. Souvenez-vous, les rebelles avaient pris cette ville samedi sans aucune résistance puisque l'armée congolaise avait déjà quitté cette ville située sur la route menant à Goma, la capitale du Nord Kivu.
Au Mali, de la République démocratique du Congo, les rebelles du mouvement du 23 mars sont retirés de la cité de Rutshuru dans le Nord Kivu. Le chef du mouvement, le colonel Sultani Makenga, avait annoncé hier ce retrait. Écoutons tout d'abord le lieutenant-colonel Vianney Kazarama, porte-parole du M23. À Rutshuru, nous sommes aux alentours de la ville de Rutshuru. Nous avons quitté pour laisser la libre administration à la police et à la MONUSCO qui est en charge de la protection de la civile. Nous sommes dans nos anciennes bases nous sommes à Rumangabo, tout près de Rugari. Bunagana, nous avons quitté Bunagana, c'est la police qui est là pour protéger la population. Et la MONUSCO aussi a quitté Bunagana. Notre mission, ce n'est pas pour aller à Goma, au contraire, nous demandons au gouvernement de Kinshasa de venir sur les tables de négociation. C'était le lieutenant-colonel Vianney Kazarama, le porte-parole du M23. Autre témoignage qui semble confirmer ce retrait, celui d'Augustin Mwindu. Il se trouve à Rutshuru. Nous sommes réveillés le matin et ils n'étaient plus dans la cité. J'ai essayé un peu de circuler dans la cité, ils ne sont plus là. Mais il y a des informations selon lesquelles ils se sont déguisés en civil. Bon, jusque-là, ce sont des informations qui ne sont pas encore vérifiées. Mais ils ne se sont pas vus vraiment en tant que militaires dans la cité. En fait, la population est en train de revenir, ceux qui avaient fui la guerre, ils sont en train de revenir vraiment. Il y a ceux qui sont allés à Nyamirima, c'est à 30 km, et d'autres à 15 km de la cité de Kiwanja. Ils sont déjà là, ils sont revenus. Augustin Mwindu, activiste des droits de l'homme à Rutshuru. La mission de l'ONU dans le pays, la MONUSCO, elle, est plus prudente concernant ce retrait du M23. Écoutez Madnodj Munubai, le porte-parole de la MONUSCO. Commençons par dire que depuis hier, on n'observe plus de combats sur le terrain. Le M23 est en train de retirer ses forces combattantes de Rutshuru. Par contre, le M23 a laissé sur place sa force de police. Donc, le retrait n'est pas total, c'est un retrait partiel. Et qu'en est-il de Bunagana ? Mais Bunagana est encore entre les mains des M23, c'est l'une des grosses agglomérations que le M23 contrôle. En tant que MONUSCO, mission de paix, nous avons un mandat qui est essentiellement double, la protection des civils et le soutien au FARDC, et cela n'a rien changé dans notre mandat. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que ça semble être un constat d'échec puisque les FARDC sont constamment sur le recul dans l'Est et que les civils continuent de fuir par dizaines de milliers la situation dans la région ? Bon, comme vous savez, l'Est de la République démocratique du Congo, c'est une région fluide, c'est une région d'instabilité. Il y a des hauts et des bas. En ce moment, c'est plutôt des bas puisque nous sommes dans une situation de combat. Mais en règle générale, je peux dire que oui, il y a une détérioration de la situation à l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut parler de guerre actuellement dans l'Est de la RDC ? Comme vous avez, je dirais même deux armées s'affrontent, quel que soit le mot que l'on utilise, pour les civils, c'est toujours une guerre. Est-ce que les moyens actuels sont suffisants pour faire face à la situation ? Au niveau de la MONUSCO, vous savez, on n'a jamais eu assez de moyens. Nous sommes à 19 000 hommes et 19 000 hommes, c'est pas suffisant. Avec un mandat qui couvre la RDC, vous savez que la RDC, c'est un sous-continent, donc on n'a jamais eu assez de moyens. Mais disons que nous essayons de faire le maximum avec ce que nous avons. Madnodj Munubai joint à Kinshasa. Comme chaque soir, voici les témoignages des 100 citoyens journalistes. C'est Pascal Yamouno, citoyen journaliste à Congolo. Aujourd'hui, l'actualité, c'est l'événement qui s'est passé ce week-end à l'église Viens-et-Voir Mériké Boudi-Christ, où il y a eu 2 blessés dans l'écroulement d'un mur de l'église. Pendant que les fidèles de l'église étaient en train de faire la répétition pour la messe de ce dimanche, un mur s'est écroulé sur 2 fillettes qui sont sorties grièvement blessées et qui sont en bonne santé parce que selon le médecin traitant, dans le centre de la place, leur vie n'est pas en danger. Entre-temps, au niveau du tribunal de paix de Congolo, il y a un dossier qui est ouvert. Les fidèles de l'église Viens-et-Va ont porté plainte contre leur pasteur qui voulait détourner les biens de l'église à son propre compte. Valérie Village Salima, journaliste citoyenne de Kisangani. Ici, chez nous, il y a eu seulement un cas d'un enfant qui est né à Mangobo. Mangobo, c'est une commune de la ville de Kisangani. Cet enfant est né, mais à sa naissance, on a remarqué que sa tête est gonflée et il saignait. Il y a le bourgmestre de la commune qui est allé visiter les parents et qui a donné les moyens pour qu'on puisse l'amener à l'hôpital général. Radio-Télévision Lisselot, la radio de la référence.
En République démocratique du Congo, les mutins du M23 qui font subir de cinglants revers aux forces gouvernementales dans l'est du pays ont hier, après l'avoir reprise à l'ennemi, libéré la localité de Rutshuru à la frontière avec l'Ouganda pour regagner celle de Bunagana sous leur contrôle avant la première cité. Seulement, l'on constate que des policiers compagnons de ces derniers sont toujours présents dans la ville, laissant penser que le retrait des rebelles n'a qu'une valeur stratégique. Ce d'autant plus qu'il est vérifié et affirmé que le M23, qui tient à reprendre toutes les possessions de l'ancienne rébellion du CNDP, veut rester maître de Bunagana pour faciliter ses opérations éventuelles. La prise par les rebelles de localités de l'Est de la République démocratique du Congo a poussé le gouvernement de Kinshasa à réagir en appelant toutes les forces étrangères à se retirer des zones qu'elles occupent, convaincu qu'il est de l'implication dans les combats contre les forces gouvernementales de mercenaires venus d'un pays voisin. Suivant le ministre congolais des Postes, Téléphones et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Trifon Kinkie Moulumba. Le gouvernement est d'avis que la puissance de feu et le nombre subitement important des effectifs militaires engagés dans les hostilités contre les FARDC battent en brèche les affirmations téméraires et vexatoires du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, selon lesquelles il s'agirait d'un problème de gouvernance interne de la République démocratique du Congo. Ces faits corroborent, par contre, une fois de plus, les conclusions du récent rapport du groupe des experts des Nations Unies quant à l'appui largement documenté dont les mutins bénéficient d'un pays voisin. Ces pays doivent donc être solidairement tenus pour responsables des dégâts matériels, des pertes en vies humaines et des graves violations des droits humains dues à l'action des mutins dont les tirs ciblent non seulement les positions des FARDC, mais aussi les campements des éléments de la MONUSCO pourtant déployés sur le terrain pour maintenir la paix et protéger les populations civiles conformément à leur... Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Congo-Kinshasa, l'armée a promis hier une contre-offensive face aux mutins dans le Nord Kivu. Un porte-parole des forces armées de la RDC a déclaré à la presse que le retrait de l'armée était stratégique dans les localités de Kiwanja et de Rutshuru prises dimanche par les mutins du M23. Pour le colonel Célestin Ngeleka, l'armée a opéré ce retrait pour se réorganiser et protéger la population puisque, dit-il, les FARDC sont respectueuses des droits de l'homme et humanitaires. Pendant ce temps, la situation reste confuse. À Rutshuru, les mutins du M23 avaient annoncé leur retrait de la localité, mais des rebelles seraient encore dans la ville, selon la mission des Nations Unies en RDC, la MONUSCO qui a promis qu'elle protégerait par tous les moyens Goma, la capitale du Nord Kivu et son demi-million d'habitants contre les attaques éventuelles des rebelles. Kalrodaïkwa nous signale que les activités ont été paralysées ce lundi sur une partie de la ville. Les conducteurs des motos communément appelés motarcés ont envahi la route principale ainsi que la grande et la petite barrière entre le Rwanda et la RDC pour chasser, dit-il, les Rwandais. Selon les manifestants, le Rwanda serait à la base de la détérioration de la sécurité dans l'est de la RDC, surtout après son appui aux mutins du M23. Quelques Tutsis qui circulaient dans les rues ont été malmenés et escortés jusqu'à la frontière pour rentrer chez eux. Malheureusement, dit encore Primo, certains Tutsis congolais faisaient partie de ce groupe. La police est intervenue non pas pour disperser la manifestation, mais plutôt pour récupérer les Tutsis malmenés et les déposer à la douane. Toujours selon notre correspondant sur place, certaines sources accusent la société civile de Goma de téléguider cette manifestation avec la complicité du gouverneur de province. On rappelle en effet que le président de la coordination de la société civile du Nord Kivu, Thomas Dakin Mwiti, avait dit dans un point de presse tenu à Goma samedi dernier qu'il allait sensibiliser la population pour qu'elle se prenne en charge en rapport avec la guerre qui secoue encore l'Est de la RDC. J'ai recueilli la réaction de M. Thomas Dakin Mwiti. Je pense que c'est une accusation gratuite, étant donné que cette manifestation vient de se passer à Goma. Moi, je suis à Kinshasa, je ne suis pas sur le terrain.
Cependant, si ceux qui ont produit les documents parlent du point de presse que j'ai tenu le samedi, effectivement, il y a à peu près un mois que je demande à la population de se prendre en charge si aucune solution n'est trouvée au problème de l'agression rwandaise sur la RDC. Quelle autoprise en charge, moi, je suis en train de prôner? Je demandais à la population d'accompagner les militaires qui sont restés loyalistes avec $1 chacun. Et la population est en train de payer cet argent. Aujourd'hui, nous avons une somme considérable sur le compte qui a été ouvert à cette fin. La deuxième autoprise en charge, c'était de demander au Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais. Car les Congolais viennent d'enregistrer plus de 7 millions déjà de morts parmi sa population. Et nous avons dit que si les Rwandais n'acceptent pas de retirer ses militaires sur le sol congolais, la population devrait passer à la frontière et aller se réfugier au Rwanda. Et j'ai demandé aux journalistes de dire à la population que je descends à Kinshasa pour négocier avec les ambassadeurs l'assistance humanitaire qui sera servie aux populations congolaises qui seront dans les camps de réfugiés au Rwanda pendant que les militaires rwandais seront en train d'opérer sur le sol congolais. Je n'ai pas parlé de la communauté X ou de la communauté Y. Et cette autoprise en charge, l'ultimatum qui a été lancé par la société civile au gouvernement rwandais, c'était de 2 semaines. Et donc, nous continuons à tenir dans les 2 semaines. Si le Rwanda ne retire pas ses troupes, nous pensons que la population devra rentrer au Rwanda et laisser au gouvernement rwandais d'exploiter les minéraux, de pourchasser les FDLR qui sont en fait restés fonds de commerce. Et donc c'est un peu ça, cette allégation, c'est une accusation gratuite contre Thomas Dakin et contre même le gouverneur qui n'a jamais souhaité qu'il y ait plus que cette guerre-là. Nous pensons que c'est une manipulation même du Rwanda qui est en train d'avancer cet argument. Souvenez-vous, il y a un certain temps, vous avez fait une interview avec un diplomate rwandais. Il a avancé le même argument pendant que Thomas Dakin n'avait pas encore tenu le point de presse. Il a dit qu'il y a une manipulation au Nord Kivu, on veut faire un génocide contre une communauté X ou une communauté Y. Donc c'est un fonds de commerce. Je viens de condamner les actes de tribalisme qui viennent d'être posés par ces jeunes qui sont descendus dans les rues. Et donc, je ne peux pas faire une chose et son contraire. Quand je condamne, je condamne. Je ne suis pas d'accord qu'il y ait de manipulation ou qu'il y ait de tribalisation de la guerre. C'est le Rwanda qui agresse le Congo. Point intérêt, ce n'est pas un problème de tribu, ce n'est pas un problème de communauté. Pour être très clair, très précis, qu'est-ce que vous avez dit à vos compatriotes sur les exactions qui ont été perpétrées contre les Tutsis, qu'ils soient congolais ou rwandais? Je condamne avec la dernière énergie quiconque s'est emporté sur un membre d'une communauté X ou d'une communauté Y, il doit répondre de ses actes. La guerre qui se fait au Congo n'est pas une guerre tribalo-ethnique. C'est une guerre d'agression. Le Rwanda agresse le Congo. Ce n'est pas une guerre entre une communauté X et une communauté Y du Nord Kivu. Et donc ceux qui se sont emportés sur tel membre de telle communauté, ils sont fautifs, ils ont commis un crime, ils ont commis des infractions et ils doivent répondre de leurs actes. La société civile, elle n'est pas tribale, la société civile, elle n'a pas de couleur, la société civile incarne tout le monde sans tribalisme, sans religion ou quoi que ce soit. Donc, tout citoyen congolais a droit d'être protégé pendant les hostilités. Mais je pense que cette manipulation, c'est le Rwanda qui est en train de monter ça comme argument pour essayer de tribaliser la guerre qu'il est en train de mener au Congo. Et ça, les Congolais doivent cesser d'être manipulés ou de se faire manipuler. Et ces jeunes-là qui ont commis cette infraction, je pense que la police va s'occuper d'eux. Le président de la coordination de la société civile du Nord Kivu, Thomas Dakin Mwiti, a spécifiquement condamné avec la dernière énergie toute exaction commise contre les Tutsis, qu'ils soient rwandais ou congolais. Tout coupable doit répondre de ses actes devant la justice, a-t-il souligné. Cette interview in extenso sur notre site lavoixdelamérique.com. À Kinshasa, pendant ce temps, la prise de Rutshuru, sans coup férir par les rebelles du M23, a été très mal accueillie par la population qui se dit
plus que déçu par le comportement de son armée nationale. Un reportage de notre correspondant sur place, Alex Kati-Kataï. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas comment l'armée régulière peut fuir une entité avant de combattre. Il est inconcevable qu'une armée comme la nôtre puisse abandonner la population des Rutshuru pour s'enfuir et que les soi-disant militaires de M23 puissent venir sécuriser les territoires des Rutshuru avec prétexte de faire la remise et reprise avec la MONUSCO. C'est la honte. Sur le plan international, c'est comme si notre pays n'est pas géré et que n'importe quel insecte peut venir de quelle forêt et venir habiter dans notre pays. Ce n'est pas logique et c'est illogique. Et ça fait mal, surtout à nous qui sommes ressortissants de ces coins-là. Lors d'une réunion du Conseil des ministres tenue le week-end à Kinshasa, le gouvernement a lancé un appel à la mobilisation des Congolais pour soutenir les FARDC. Mais cet appel est loin de faire l'unanimité au sein des Congolais de Kinshasa. Pour la plupart, ils ne peuvent pas soutenir une armée qui ne fait aucun effort. Cet appel, moi je ne l'accepte pas facile. Je ne cautionne pas qu'on puisse commencer par soutenir une armée qui n'existe presque plus. L'armée qui est en train de déserter d'elle-même, qui abandonne les villes tombées comme ça sans combattre, ce n'est pas une armée à soutenir. La démarche serait d'abord de réformer l'armée, de former des militaires qui peuvent être capables de combattre l'ennemi et puis mettre des moyens logistiques à la disposition de cette armée-là pour qu'on aille bouter ses ennemis hors de notre territoire. Appeler la population à marcher ici pour soutenir l'armée. Qu'est-ce que ça va changer sur terre? On ne peut pas soutenir une personne qui, elle-même, sans attaquer, fuit le milieu. La personne a fui le milieu elle-même. Et on va la soutenir pour faire, pour avoir la force d'y aller encore? Non. Si elle était attaquée, et en revanche, on allait dire non, comme elle est attaquée, nous devons la soutenir. Elle a fui le milieu elle-même. Certains Congolais à Kinshasa estiment que la guerre dans l'est de la RDC profiterait à certains hauts placés au sein du gouvernement, d'où il faut mettre les choses au clair. Nous pensons que cette guerre profite à beaucoup de gens, même certains de nos compatriotes qui sont ici, qui profitent de cette guerre. On a toujours cité certains noms, mais nous ne voyons aucun effort dans le sens d'inquiéter ces gens-là, de les interpeller pour qu'ils éclaircissent la lanterne de la population congolaise et de l'opinion internationale sur ce qui se passe à l'Est. Il y a des traîtres. Les dirigeants de notre armée, en principe, sont des traîtres. Il y a des traîtres par-ci, par-là. Le gouvernement, en complicité avec le Parlement et le président de la République, doit s'impliquer pour qu'il y ait un remaniement au niveau de l'armée, pour que les histoires de l'Est doivent prendre vraiment en marche pour que la guerre de l'Est puisse cesser. Une grande rencontre des ministres des Affaires étrangères et de la Défense des pays membres de la Conférence internationale des Grands Lacs se tiendra mercredi prochain à Addis Abeba. Ils parleront de la situation dans l'Est de la RDC. Quant aux mutins, ils ont annoncé leur intention de se retirer des Rutshuru, mais ils garderont Bunagana. Kati Kataï, Kinshasa, la voix de l'Amérique. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Thomas Lubanga a été condamné par la Cour pénale internationale de La Haye à 14 ans de prison, une première depuis la création de la CPI il y a 10 ans. En mars dernier, l'ancien chef de guerre congolais avait été reconnu coupable par la CPI pour recrutement d'enfants soldats dans son pays. La RDC, entre 2002 et 2003, l'accusation avait requis 30 ans de détention contre Thomas Lubanga, mais la peine a été raccourcie en raison, dit-on, de la bonne conduite du prévenu et de plusieurs erreurs du procureur en charge. Justice pour commencer, la Cour pénale internationale, la CPI, a condamné ce matin l'ancien chef des milices congolais Thomas Lubanga à 14 ans de prison. Il a été reconnu coupable d'enrôlement d'enfants soldats, de massacres des civils dans le nord-est de la République démocratique du Congo entre 2002 et 2003. Ramata Sore, vous venez de me rejoindre dans ce studio et après 7 ans de procès, la sentence est donc tombée ce matin. In accordance with the majority decision, Mr. Lubanga is sentenced to a total period of 14 years imprisonment. Monsieur Lubanga est condamné à une peine totale de 14 ans d'emprisonnement. C'est ce que vient de déclarer le juge Adrian Fulford. Il a également précisé que le temps que Thomas Lubanga a passé en détention provisoire depuis 2006 sera déduit de la peine totale. Le procès contre Lubanga s'était ouvert le 26 janvier 2009 et s'était achevé le 26 août 2011. Au Congo, Doli Ibefo, directeur exécutif de l'ONG La Voix des Sans-Voix, apprécie la sentence contre Lubanga.
Cette condamnation, c'est une consolation par rapport aux victimes et une consolation aussi par rapport aux défenseurs des droits de l'homme qui luttent contre l'impunité en RDC. Et cette condamnation se limite à une personne. Thomas Lubanga n'était pas seul, il était accompagné des gens, dont le général Bosco Tanganda. Il faut ajouter à cela ceux qui ont armé Thomas Lubanga avec son groupe. Ces personnes ont participé à ces atrocités. Elles devraient être poursuivies de la même façon que Thomas Lubanga. Le 13 juin dernier, le bureau du procureur avait requis à l'encontre de Lubanga une peine de 30 ans de prison. Mais la Cour n'a pas suivi cette demande. Fadi El Abdallah, porte-parole et chef de l'unité des affaires publiques à la Cour pénale internationale. L'attitude de coopération et de respect que M. Lubanga Dilo a montré devant les juges était l'un des éléments que les juges ont indiqué qu'ils en ont tenu compte dans la décision sur la sentence. C'est évidemment l'un des éléments qui explique ce que les juges ont rendu aujourd'hui. La CPI reproche à Thomas Lubanga, fondateur de l'Union des patriotes congolais UPC et ex-commandant des forces patriotiques pour la libération du Congo, d'avoir provoqué la mort de plus de 60 000 personnes depuis 1999, lors d'affrontements pour le contrôle des ressources naturelles dans le nord-est de la RDC. Avec la condamnation de Lubanga, qu'en est-il de l'indemnisation des victimes? Fadi El Abdallah. Les juges ont indiqué aujourd'hui qu'ils n'imposent pas à M. Lubanga d'indemniser les victimes parce qu'il n'a pas été établi qu'il dispose de ressources financières. Il reste possible pour les juges de faire recours au fonds qui a été créé par l'Assemblée des États parties pour le bénéfice des victimes. C'est un fonds qui est indépendant de la Cour. Les juges peuvent demander à ce fonds spécial de participer dans le processus de réparation. Maintenant, la décision sur la réparation n'a pas été rendue aujourd'hui. Elle sera rendue dans au moment voulu et dans un délai raisonnable pour les juges. La CPI doit maintenant choisir le pays où Thomas Lubanga va purger sa peine. Le Mali, la Serbie, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Autriche et la Finlande se disent prêts à accueillir Lubanga. Merci Ramata Soré pour ce point sur la peine infligée donc par la CPI à Thomas Lubanga. Je vous propose d'écouter maintenant la réaction de l'UPC, l'Union des patriotes congolais. C'est le parti créé par Thomas Lubanga. Notre correspondant à Kinshasa, Saleh Mwana Milongo, a recueilli les propos de Chevi Machou. Il est le vice-président et député national de l'UPC. Je suis particulièrement déçu par le fait qu'on puisse condamner quelqu'un à une peine de 14 ans alors qu'aucune preuve judiciaire n'est confirmée contre lui. Nous pensions que les juges tiendraient compte des derniers développements dans ces dossiers, mais nous sommes particulièrement déçus parce que tout ce qui pouvait être utilisé comme témoignage contre Thomas Lubanga ont été défaits. Alors, on ne comprend pas. Et les défenseurs de Thomas Lubanga ont fait appel de la sentence. La condamnation à 14 ans de prison de l'ex-chef de milice congolais, Thomas Lubanga, donc par la Cour pénale internationale, constitue une mise en garde sévère adressée à ceux qui utilisent des enfants soldats. C'est la réaction de la coalition pour la CPI qui regroupe plus de 2500 associations à travers le monde. Cette coalition dit regretter cependant que le co-accusé de Thomas Lubanga, il s'agit de Bosco Ntaganda, soit toujours en liberté. Et pour être complet, je signale qu'un ancien chef de guerre, Jean-Pierre Bemba, et un ancien chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo, sont au maître de la CPI. Ils sont soupçonnés notamment de crimes de guerre. 4 dirigeants kenyans, dont 2 candidats à la prochaine présidentielle, sont également dans le collimateur de la Cour pénale internationale, sans oublier le président soudanais Omar El-Béchir, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour des crimes commis au Darfour. La République démocratique du Congo avec la situation actuelle dans le Nord Kivu, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU doit se pencher sur la question ce mardi, on apprend que des troupes congolaises et des casques bleus font route vers la ville de Goma, la capitale du Nord Kivu, située dans l'est de la RDC, une ville désormais placée sous haute surveillance pour dissuader toute attaque des rebelles qui ces derniers jours progressent de plus en plus dans la région. Carole Assignon. Vendredi, les rebelles du M23 se sont emparés de la ville de Bunagana, carrefour de l'exploitation minière. Ce poste frontalier proche de l'Ouganda est tombé aux mains des mutins après des affrontements avec l'armée congolaise. Des affrontements qui ont causé la mort d'un casque bleu indien et la fuite de près de 600 soldats congolais de l'autre côté de la frontière.
Dimanche, c'est la ville de Rutshuru qui occupe une position stratégique dans le principal axe routier au nord de Goma qui a été prise par les rebelles. Cette fois, l'armée congolaise s'est repliée sans combattre. Depuis, une demi-douzaine d'autres localités sont passées sous le contrôle des mutins qui se sont finalement retirés, sauf de Bunagana. C'est dans ce contexte que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce mardi à New York dans le but, je cite, d'examiner la situation dans cette région voisine du Rwanda. L'affaire, il faut le dire, crée une vive tension entre les deux pays. Kinshasa et Kigali peinent à s'entendre sur une stratégie concrète pour freiner l'avancée des rebelles. Le Rwanda est même accusé par le Congo de soutenir la rébellion. Mercredi, une réunion interministérielle des pays de la région des Grands Lacs devrait se tenir à Addis Abeba. Objectif, tenter de faire baisser la tension entre les deux pays voisins. Mais pour l'heure, l'urgence semble être Goma. Les autorités congolaises et les Nations Unies craignent en effet que les mutins ne cherchent à s'emparer de la capitale du Nord, Kivu. Aussi, le gouvernement congolais est en train d'envoyer sur le terrain des troupes stationnées dans le nord du pays, un bataillon qui devrait se joindre aux 7000 militaires déjà présents dans le nord Kivu. Les troupes de la MONUSCO devraient également venir en appui pour stopper l'avancée des 2000 combattants du M23, un mouvement qui, rappelons-le, est constitué d'anciens combattants de la rébellion Tutsi congolaise du Congrès national pour la défense du peuple CNDP. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. 14 ans de prison pour Thomas Lubanga, telle est la sentence prononcée par la Cour pénale internationale. Je rappelle que Thomas Lubanga, chef de guerre congolais, a été condamné pour avoir eu recours à des enfants soldats dans l'est de la RDC entre 2002 et 2003. La CPI a estimé que c'est un homme instruit qui, je cite, était conscient de la gravité de ses crimes. Lubanga est la première personne condamnée par la CPI. Sera-t-elle la nouvelle cible du mouvement du 23 mars? C'est la question que les habitants se posent après l'avancée fulgurante des rebelles du M23 ces dernières semaines. Le chef-lieu du Nord Kivu n'est officiellement pas un objectif, c'est ce qu'assure le M23, mais les rebelles se trouvent à une trentaine de kilomètres de la ville. Autre élément troublant à Goma, les tensions croissantes et les menaces qui pèsent sur la communauté Tutsi. Les autorités se veulent pourtant rassurantes, mais se préparent à une possible attaque, comme l'explique à la Voix de l'Amérique le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. Oui, nous savons que l'intention de ces rebelles, c'est de contrôler la ville de Goma, parce que c'est la ville qui a 1 million d'habitants, qui est en même temps le quartier général des forces des Nations Unies basé à l'est de la RDC, qui est également le chef-lieu de la province et de la région militaire. Et donc pour eux, la défense sur Goma serait une grande opportunité. Mais la République est en train de préparer ces éléments pour que d'abord on puisse réoccuper tous les espaces qui jadis ont été abandonnés par nos forces armées et bien évidemment la ville de Goma les mettre à l'abri de toute tentative d'occupation par les forces rebelles. Nous savons que pour eux l'intention c'est de défier le gouvernement. Donc à l'heure qu'il est, le gouvernement se prépare à toutes ces éventualités et rassure l'opinion que ces forces soient déjà engagées pour se faire, pour que la République ne puisse pas perdre un seul centimètre de son territoire. La situation actuelle dans le Nord Kivu a entraîné des tensions à Goma. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y a 24 heures, les conducteurs de motos ont fait une marche jusqu'à la frontière avec le Rwanda. Selon leur déclaration, ils voulaient s'en prendre aux pays voisins au regard de tous les rapports des Nations Unies et de beaucoup d'experts. Nous les avons sensibilisés, nous avons fait un message de paix pour dire qu'à l'heure qu'il est, on ne doit pas commencer à s'en prendre à des personnes ou à des États, que les États sont en train de devoir amorcer des procédures auprès des Nations Unies pour que, à la suite de ces rapports des experts, bien évidemment, d'autres mesures suivent. Nous avons sensibilisé toutes les communautés du Nord Kivu pour qu'elles continuent à vivre en paix et qu'elles ne puissent pas stigmatiser les uns et les autres, notamment les communautés Tutsi, et que donc la population ne doit pas céder dans un piège qui lui est tendu pour des gens qui voudraient transformer une guerre qu'ils mènent à une guerre interethnique. Julien Paluku sur les ondes de la Voix de l'Amérique, c'est le gouverneur du Nord Kivu joint à Goma.
La Cour pénale internationale a condamné ce mardi à 14 ans de prison l'ancien chef de milice congolais Thomas Lubanga pour le renlement d'enfants soldats, prononçant ainsi sa première condamnation depuis son entrée en fonction en 2003. Le fondateur de l'Union des patriotes congolais avait été reconnu coupable le 14 mars dernier d'avoir utilisé des enfants soldats lors de la guerre civile en Ituri entre 2002 et 2003. Les juges n'ont en revanche pas suivi le procureur qui avait requis 30 ans de prison contre Lubanga. Pour une première réaction, j'ai joint Armel Louiri Biamungu de la coalition pour la CPI à Kinshasa. J'ai récolté quelques réactions sur le terrain par rapport à cette peine qui a été prononcée contre Thomas Lubanga. Certains pensent que la peine elle est trop minime par rapport à la gravité du crime que Thomas Lubanga a commis dans l'Ituri, par l'enrôlement des enfants, mais aussi l'utilisation des enfants dans les conflits armés et tout ce qui suit comme conséquence et corollaire. Donc il trouve que cette peine de 14 ans est tellement minime qu'il faut réduire les 6 ans déjà qu'il a passé. Elle n'est pas satisfaisante. Il aurait pu écoper de plus d'années que ces 14 années qui ont été donc prononcées par la Chambre. Oui, d'autant qu'il a déjà passé 6 ans en prison et que dans 8 ans, il sera libérable. Il y a eu une mutinerie en début de mois de mai. Nous avons pu, n'est-ce pas, lire, comme vous et tant d'autres, le rapport du groupe d'experts des Nations Unies au Conseil de sécurité sur de possibles enrôlements d'enfants encore par le mouvement M23. On vient de condamner Lubanga, mais encore, il y a d'autres criminels de guerre qui continuent à enrôler des enfants dans leurs rangs. Thomas Lubanga, c'est un cas du Congo, et nous retrouvons encore que c'est en République démocratique du Congo, il y a des personnes qui s'adonnent encore à l'enrôlement des enfants, ce qui est regrettable. Armel Louiri Biamungu de la coalition pour la CPI était joint à Kinshasa. Écoutons à présent l'avocate de Thomas Lubanga, maître Catherine Mabille. Je veux dire, la peine, elle doit être en fonction de la responsabilité de la personne. Je veux dire, il n'y a pas de peine trop clémente d'une manière générale. Il y a à savoir quels étaient les enjeux. Il faut rappeler que dans ce dossier, qui avait comme crime l'enrôlement et la conscription d'enfants soldats de moins de 15 ans, tous les témoins que le procureur a amenés qui se sont prétendus être enfants soldats ont été écartés par la Chambre pour manque de crédibilité ou mensonge. Donc le dossier, il était devenu extrêmement fragile sur le plan de la preuve, c'est le moins qu'on puisse dire. 11 des témoins qui étaient tous les prétendus enfants soldats dans le dossier ont été exclus de la preuve. Catherine Mabille joint à l'AI. Vous êtes branché sur la 3xwradiolissolo.com. Toujours très tendue dans l'est du Congo, Kinshasa. Les autorités congolaises et l'ONU craignent que les mutins du M23 ne lancent une offensive contre Goma, la capitale du Nord Kivu, là où les rebelles ont conquis plusieurs localités et obligé les troupes congolaises à fuir. Plusieurs médias rapportent qu'un nouveau bataillon des FARDC et des casques bleus se sont déjà déployés à Goma. Le Conseil de sécurité de l'ONU devait examiner hier la situation dans cette province voisine du Rwanda, accusée de soutenir la rébellion, tandis que se tiendra aujourd'hui à Addis Abeba une réunion interministérielle des pays de la région des Grands Lacs pour tenter de réduire la tension entre Kinshasa et Kigali. Et puis, selon l'ONU, plus de 16 500 réfugiés venant de la RDC sont entrés dans l'ouest de l'Ouganda en raison des derniers affrontements. République démocratique du Congo. La tension monte dans la région de l'Est où les forces armées régulières, les FARDC, ont été mises en déroute le week-end écoulé face aux mutins du M23 qui ont pris plusieurs localités avant de se replier vers leur base. Aux dernières nouvelles, Kinshasa allait envoyer des renforts sur le front, mais d'aucuns pensent qu'une solution militaire peut ne pas être possible. Dans ce contexte, des actes perpétrés lundi contre la communauté Tutsi dans l'est du pays a fait tirer la sonnette d'alarme par plusieurs observateurs et responsables. Un article du Pôle Institute, Institut interculturel dans la région des Grands Lacs, met en garde contre la stigmatisation ethnique au Congo. J'en ai discuté avec le directeur de la recherche à l'Institut, Aloïs Teguera. Je ne peux pas dire qu'il y a des tensions entre les communautés comme telles. Il y a eu des manipulations qui ont été organisées et qui ont mis effectivement des jeunes badauds et motards dans la rue
et qui se sont attaqués spécifiquement à la communauté Tutsi. Ça s'est passé presque toute la journée et jusqu'à début de l'après-midi. Et après, les forces de l'ordre qui apparemment toute la journée ne faisaient pas fait grand-chose, ils ont pu dégager la route, notamment quand les 3 ministres qui étaient venus à Goma rentraient à Kinshasa. Quand ils ont dégagé la route, tout est rentré dans l'ordre, voilà. Donc je ne dirais pas que c'est des tensions entre communautés en tant que telles, mais clairement il y a eu manipulation par certaines autorités politiques des jeunes bateaux de la ville pour s'attaquer à la communauté Tutsi. Oui. Est-ce que vous croyez que les Tutsis sont stigmatisés dans l'est de la RDC, principalement dans la zone de Goma? Exclu, oui. Stigmatisé, je n'en sais rien. Mais exclu, oui, c'est une bonne exclusion des Tutsis dans le Nord Kivu. C'est toute l'histoire de la province depuis les années 60. Donc, si tu veux, il n'y a rien de neuf là-dedans. Ce qui est un peu récurrent, c'est toujours cette manipulation politicienne pour effectivement opposer les communautés contre les autres, quoi. Compte tenu de ce qui s'est passé durant la journée du lundi, comment voyez-vous l'attitude des autorités? Je pense que les autorités, en tout cas pendant la grosse partie de la journée, se sont comportées de façon irresponsable parce que à chaque fois qu'on a levé les personnes identifiées comme Tutsis dans les véhicules, c'était les jeunes motards qui le faisaient, des jeunes désœuvrés badauds qui le faisaient, mais en même temps, il y avait la police tout autour qui ne faisait rien. Et après, c'est la même police qui, effectivement, prenait les personnes, les mettait dans les voitures et les amenait à la frontière rwandaise. Toute la journée, on avait l'impression que la police était effectivement au service des badauds plutôt que d'imposer la loi et l'ordre. On n'arrive pas vraiment à tirer les leçons du passé récent, où on a vu les personnes s'emporter les uns contre les autres avec beaucoup de pertes de vies humaines, beaucoup de dégâts, etc. Donc nous, on est en train un peu de voir appeler la responsabilité collective pour dire, écoute, rien de neuf dans ce que nous avons vu, de telles manipulations, on les a déjà vues, aussi on sait ce que ça donne. Sur le plan militaire, même le M23 ne semble pas afficher de velléité d'aller plus loin. Il réclame constamment des négociations. Et il semble que du côté des FARDC, cela devient de plus en plus difficile de déloger les mutins de leur position. Comment voyez-vous les prochains jours, M. Teguera? Nous aimerions à ce que quelque part, il y ait la voix de la raison qui triomphe, parce que la solution ne peut pas être une solution militaire, tout le monde le sait. Donc nous, on aurait souhaité que quelque part la voix de raison triomphe et que les gens commencent à se parler pour trouver une issue à cette situation de crise. Aloïs Teguera du Pôle Institute. En dépit des assurances données par le M23, son avancée fulgurante ces dernières semaines fait craindre que la ville de Goma elle-même ne soit dans les objectifs du groupe rebelle. Les forces du M23 se trouveraient à une trentaine de kilomètres de la ville. Les autorités se veulent rassurantes, mais se préparent à une possible attaque, comme l'explique à la Voix de l'Amérique le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. Oui, nous savons que l'intention de ces rebelles, c'est de contrôler la ville de Goma, parce que c'est la ville qui a 1 million d'habitants, qui est en même temps le quartier général des forces des Nations Unies basé à l'est de la RDC, qui est également le chef-lieu de la province, de la région militaire. Et donc pour eux, la défense sur Goma serait une grande opportunité. Mais la République est en train de préparer ces éléments pour que d'abord on puisse réoccuper tous les espaces qui jadis ont été abandonnés par nos forces armées et bien évidemment la ville de Goma les mettre à l'abri de toute tentative d'occupation par les forces rebelles. Nous savons que pour eux l'intention c'est de défier le gouvernement. Donc à l'heure qu'il est, le gouvernement se prépare à toutes ces éventualités et rassure l'opinion que ces forces sont déjà engagées pour se faire, pour que la République ne puisse pas perdre un seul centimètre de son territoire. La situation actuelle dans le Nord Kivu a entraîné des tensions à Goma. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y a 24 heures, les conducteurs de motos ont fait une marche jusqu'à la frontière avec le Rwanda. Selon leurs déclarations, ils voulaient s'en prendre aux pays voisins au regard de tous les rapports des Nations Unies et de beaucoup d'experts. Nous les avons sensibilisés, nous avons fait un message de paix pour dire qu'on ne doit pas commencer à s'en prendre à des personnes ou à des États, que les États sont en train de voir amorcer des procédures auprès des Nations Unies pour que, à la suite de ces rapports des experts, bien évidemment, d'autres mesures suivent. Nous avons sensibilisé toutes les communautés du Nord Kivu pour qu'elles continuent à vivre en paix et qu'elles ne puissent pas stigmatiser les uns et les autres, notamment les communautés Tutsi, et que donc la population ne doit pas céder dans un piège qui lui est tendu pour des gens qui voudraient transformer une guerre qu'ils mènent à une guerre interethnique. Julien Paluku, le gouverneur du Nord Kivu, au micro de Nicolas Pinault.
Mbombo, journaliste citoyenne à Kananga. Chez nous aujourd'hui, sur la ville, on peut remarquer dès lors l'arrêt non justifié des travaux des 5 chantiers qui consistaient à réhabiliter la voirie urbaine. Les grands boulevards que compte la ville de Kananga a été détruit. Alors pendant cette saison sèche, une poussière vraiment ardente, la population ne sait pas circuler, les marchandises sont impitées et selon les analystes, cette poussière cause des maladies, cause des microbes à la population. Je m'appelle Miou Guinestor, journaliste citoyen pour la ville de Kisangani. Ici, à Kisangani, il y a un problème au niveau d'une école privée dénommée Homme Sayenne. Comme vous le savez, donc l'année scolaire à l'ère des Congo a été clôturée le 2 juillet dernier. Alors, toutes les écoles ont proclamé leurs élèves, mais ce qui est tiré ici, c'est à une école privée ici, donc les élèves n'ont pas encore été proclamés. C'est pourquoi le suspense continue. Pour cause, les propriétaires de l'école, il y a un bras de fer entre les propriétaires d'école et ses enseignants. Alors, les enseignants ont confisqué les bulletins des élèves, demandant, avant de restituer les bulletins, que les propriétaires des écoles, les promoteurs puissent payer leur salaire. C'est pourquoi, jusqu'à présent, les élèves ne connaissent pas encore leur sort par rapport à leurs résultats de fin d'année. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolissolo.com. Jean-Baptiste, avec la condamnation hier par la Cour pénale internationale de Thomas Lubanga, l'ex-chef de guerre congolais, écope de 14 ans de prison. Thomas Lubanga avait été reconnu coupable au mois de mars d'avoir enrôlé des enfants soldats. C'était à l'époque où il dirigeait l'UPC, l'Union des Patriotes Congolais, un mouvement rebelle impliqué dans la guerre civile en Ituri au début des années 2000. Verdict, vous le disiez, Anthony, 14 ans de prison. Thomas Lubanga en a déjà passé 6 derrière les barreaux. Il devrait donc sortir dès 2020. Les réactions depuis hier sont partagées, Gaël Alex. Ce procès a été chaotique. Parmi les témoins présentés par l'accusation, notamment, 11 ont été écartés par la Cour qui a mis en doute leur fiabilité. Pour Catherine Mabille, avocate de Thomas Lubanga, la peine est donc justifiée compte tenu des faiblesses de l'accusation. La Chambre a exclu toutes les circonstances aggravantes présentées par le bureau du procureur. Elle a mentionné que M. Lubanga avait subi une procédure particulièrement difficile et elle a donc indiqué que M. Lubanga avait véritablement coopéré le mieux possible dans toute cette procédure. Du côté des victimes, la condamnation représente un symbole fort. Mitterrand Bossa, secrétaire exécutif de l'ONG Justice Plus. Cette condamnation représente pour nous un pas significatif dans la lutte contre l'impunité parce que ce n'est pas rien, passé 14 années à présent pour avoir commis des crimes internationaux. D'autres auraient voulu une sentence plus sévère. À titre d'exemple, Emmanuel Follo, secrétaire exécutif de l'ONG Equitas. On aurait dû prononcer une sentence un peu exemplaire pour permettre à ce que les autres seigneurs de guerre puissent avoir un certain comportement par rapport à la justice internationale. Tous s'accordent néanmoins pour que les efforts soient maintenus afin de poursuivre d'autres responsables d'exactions en Ituri durant la guerre civile. Gaël Alex, 14 ans de prison pour Thomas Lubanga. Le verdict hier de la CPI a-t-il été trop clément? Question que nous poserons dans une dizaine de minutes à notre invité. Christophe Boisbouvier reçoit ce matin le responsable en Afrique de la Fédération internationale des droits de l'homme, Paul Nsapou. Passons maintenant à la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 continuent de progresser. Après avoir pris le contrôle la semaine dernière du poste frontière de Bunagana, proche de l'Ouganda, après avoir en partie occupé dimanche la grande ville de Rutshuru, les mutins visent à présent la capitale du Nord Kivu. Goma s'annonce comme la prochaine étape de leur offensive. L'ONU prend la menace très au sérieux. La situation a d'ailleurs fait l'objet hier d'une réunion à New York au sein du Conseil de sécurité. Les casques bleus sont en alerte, des hélicoptères sont prêts à décoller en cas d'attaque. La MONUSCO réaffirme ainsi son soutien aux forces congolaises. Elle en profite pour démentir l'existence d'un accord avec le M23. RFI Kinshasa, Kawanda Wakamanda Muzembe.
Aucun accord n'existe entre la MONUSCO et le M23. Il n'y a eu aucune concertation pour prendre la relève dans les territoires d'où la rébellion prétend se retirer. Roger Miss a été on ne peut plus clair au sujet des déclarations des mutins dans le Nord Kivu. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a dit ne pas connaître exactement les positions des troupes rebelles. Néanmoins, il a annoncé la détermination de la MONUSCO d'empêcher toute progression du M23. Et nous sommes absolument déterminés de tout faire possible pour bloquer toutes sortes d'avances contre Goma et même contre autres villes aussi. Prendre les armes pour des revendications personnelles, c'est déjà un crime, a encore dit Roger Miss. Les gens qui prennent des armes pour leurs dites revendications, déjà fait un crime, à mon avis, sérieux, à contribuer à prolonger des cycles de violence, des affrontements et de combat dans les zones. À Kinshasa, une marche de solidarité avec les populations de l'Est a été empêchée ce mardi par la police nationale. Le docteur Médard Diayawadeya. Le Congo est en danger. Les Congolais sont en danger. Alors, nous sommes déterminés à organiser cette marche pour manifester notre ras-le-bol. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Et en attendant, à Goma, la situation est tendue. En témoignent ces incidents hier. Des Tutsis ont été pris à partie par des manifestants qui les accusaient de soutenir le M23. Le calme depuis est revenu, mais la peur a gagné de nombreux quartiers. Je vous propose d'écouter ce témoignage, celui de Gauthier Missona. Il est le responsable à Goma de l'organisation de défense des droits de l'homme, Credo. La population a peur. Les habitants de Goma ont leurs familiers dans les territoires de Rutshuru et dans plusieurs autres localités qui sont actuellement occupées par les militaires du M23. Il y a aussi le fait que pour certains, ils pensent que le M23 va attaquer Goma. Peut-être une seule précision, c'est que c'était juste quelques badauds, les enfants de la rue et puis quelques conducteurs de taxi-moto. Ce ne peut pas généraliser, dire que c'est toute la population qui s'est pris aux communautés Tutsi. En plus, les sentiments qu'il y a en ville, c'est que les gens disent clairement que c'est le Rwanda qui attaque le Congo. C'est là ce qui a provoqué de petites manifestations. Mais ce n'était pas un soulèvement contre la population Tutsi. C'était contre l'attaque du Rwanda à la RDC. Interview au micro de Cyril Ben-Simon. On continue, Jean-Baptiste, à parler de la RDC, cette fois pour évoquer l'affaire Chebeya, ce militant des droits de l'homme assassiné il y a 2 ans à Kinshasa. Nouvelle révélation aujourd'hui, celle d'un policier qui dit avoir assisté au meurtre de Floribert Chebeya. C'était il y a 2 ans. Le militant avait été retrouvé mort après avoir répondu à une convocation de la police à Kinshasa. Depuis, l'affaire traîne en justice. 8 policiers ont été mis en cause, certains même condamnés. Mais depuis toujours, pour les avocats de la partie civile, les vrais auteurs du crime courent toujours. Cette version est aujourd'hui corroborée par l'un des 8 policiers, l'un des 3 à avoir pris la fuite. Il dit avoir tout vu de la scène. L'homme va jusqu'à donner le nom du commanditaire. C'est le cinéaste belge Thierry Michel, auteur d'un film sur cette affaire Chebeya, qui a recueilli son témoignage. Les précisions de Marie-Pierre Olfan. Dans ces témoignages, Paul Mouilamboué est formel. Le donneur d'ordre est le patron de la police. C'est lui, John Numbi, qui a promis $500 000 au major Christian Ngoy en échange de l'élimination de Floribert Chebeya. Au moment des faits, Paul Mouilamboué se trouve à l'inspection générale de la police où a été convoqué le défenseur des droits de l'homme. Il s'entretient avec lui avant d'assister à son assassinat un peu plus tard, depuis son bureau, dit-il, via les caméras de surveillance. Il voit alors Floribert Chebeya être étouffé avec des sacs en plastique scotché sur la tête. Paul Mouilamboué se déplace. Ensuite, il trouve le militant à l'agonie et son chauffeur tué un peu plus tôt. Le policier assure que le corps de Fidel Bazana sera ensuite déshabillé, enveloppé dans un imperméable militaire, puis enterré dans une fosse commune. Il indique le lieu avec précision. Paul Mouilamboué assure qu'on a voulu faire taire Floribert Chebeya parce qu'il détenait des informations sur les massacres des adeptes de la secte Budundia Congo perpétrés par des policiers en 2007 et 2008. Information qu'il avait l'intention de transmettre au roi Albert II à l'occasion du 50e de l'indépendance. Elle rappellera que le cinéaste Thierry Michel avait été refoulé dimanche de l'aéroport de Kinshasa alors qu'il venait présenter ce documentaire sur l'affaire Chebeya. Pour le gouvernement congolais, il n'est pas question que ce film puisse être diffusé tant que le procès en appel est en cours. La police des frontières congolaises affirme, elle, que le visa du cinéaste n'était pas en règle. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Washington et Amnesty International accusent Kinshasa.
Selon Richard Benson de The New York Times, le gouvernement américain, après avoir été convaincu par les découvertes d'Amnesty International, sur base des données lui fournies par l'antenne MI5 à Harare, au Zimbabwe, s'activerait en douceur auprès du Conseil de sécurité pour rendre à la fois Kinshasa et Kigali responsables de l'interminable guerre dans l'est de la RDC. D'après Richard Benson, les services secrets britanniques, le MI5 et le MI6, auraient découvert l'existence d'un corridor de la fourniture d'armes de guerre aux agresseurs rwandais Hutus et Tutsis confondus, Harare, Kinshasa, Goma, Kigali, faussement pour le compte des FARC alors que destiné à la fois au groupe armé FDLR, CNDP, M23, Maï-Maï. Les commissions résultant de la vente de ces armes seraient perçues par des officiers supérieurs aux militaires précis des FARC et certains kabylistes. Raison pour laquelle Joseph Kabila refuse la mise en place de la haute cour militaire, car un tel dispositif judiciaire pourrait mettre à la place publique une quantité de secrets relatifs à son implication, officiers militaires et autres dignitaires de ce régime dans les guerres de l'Est. Après avoir eu confirmation par le canal de l'ADIA, Défense Intelligence Agency, de l'implication du système politique kabiliste dans l'entretien des flammes de feu dans le nord et Sud Kivu au profit du Rwanda chèrement appelé pays voisin par le gouvernement de Kinshasa. Washington et Amnesty International seraient en train d'activer au niveau du Conseil de sécurité un mécanisme visant à faire condamner le gouvernement de Kabila de complicité avec Paul Kagame contre la RDC et les intérêts du peuple congolais. Certains diplomates n'arriveraient pas à comprendre que les actuels dirigeants kabylistes de la RDC se soient donnés au plaisir à équiper les agresseurs de ce pays contre les FARC et de connivence avec certains officiers militaires d'origine nilotique. En se montrant réservé dans l'accusation des Nations Unies contre le Rwanda de l'agression de la RDC pour y voler des minerais, les États-Unis se prépareraient cependant à une attaque sournoise au régime de Kabila pour sa complicité avec Kigali. L'État contre le peuple. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise.